Claude Guénaud en dénoue les fils. Présenté dans les années 75-80 comme la nouvelle étoile dans le monde des banques d'affaires, Jean-Luc Gendry enregistre succès sur succès. Un de ses plus beaux coups, le rachat du groupe Hachette par Matra, dont il a été l'artisan. C'est lui également qui est à l'origine de la tour Montparnasse. En quelques années, à la tête d'une banque privée, il constitue un important patrimoine immobilier. Mais ses succès seront vite ternis par des investissements pour le moins aventureux. Un exemple, la tour IBM à la Défense. À la fin des travaux, le banquier voit ses partenaires l'abandonner. Bilan, 200 millions de pertes. La belle époque de l'immobilier marchant fort avec des achats de bureaux et des locations de bureaux marchant très très fort avec des taux d'intérêt bas, ça explique en tout cas une bonne partie du trou. C'est la différence entre les dettes contractées à court terme et le refinancement quelques mois ou 2 ans plus tard à des taux d'intérêt qui ont doublé. Et là, je crois qu'il n'y a pas malhonnêteté de Gendry. Mais si aujourd'hui le banquier est inculpé d'abus de biens sociaux et de présentation de bilans inexacts, c'est que ses activités n'ont pas été toutes aussi régulières. On lui reproche notamment des avances de fonds anormales au groupe hôtelier Nova Park, 2 hôtels parisiens d'un luxe inouï, d'ailleurs en liquidation. Autre grief, des sorties frauduleuses de capitaux à l'étranger. Au total, on arrive à une ardoise gigantesque de 2 milliards de francs. Et on peut se demander pourquoi l'affaire n'a pas été dévoilée plus tôt. Pour moi, c'est ça le mystère encore. C'est pourquoi on n'en parle pas plus tôt. Alors je crois, là, les explications qui m'ont été données à moi dans mon enquête, c'est on ne voulait pas, d'une part, ternir l'image du Crédit Lyonnais, grande banque, première grande banque française, a un rôle international très important. On ne voulait pas ternir cette image. Pourtant, le Crédit Lyonnais, actionnaire à 20% seulement de la société, n'est pas responsable des malversations et il n'est pas décidé à aller au-delà de ses responsabilités. Question alors, qui va payer ? Un indice des prix de 0,7% pour le mois d'avril, le remboursement anticipé d'une partie de l'emprunt contracté par la France auprès de la communauté européenne, 2 informations qui demandent quelques explications, Henri. Oui, d'abord 0,7% en avril, il n'y a pas de doute, c'est un mauvais résultat pour l'inflation puisque pour les 4 premiers mois de l'année, la hausse des prix atteint déjà 2,5%. À ce rythme, l'inflation en France cette année dépasserait donc les 7%. Ce serait à la fois un recul par rapport aux résultats enregistrés l'an dernier et donc un échec indéniable de la politique du gouvernement dans ce domaine. C'est justement ici que la politique peut-être se mêle de l'économie. Loyer, tarifs publics, carburant, le gouvernement a tout concentré les hausses en début d'année. Alors l'objectif, c'est probablement d'avoir en fin d'année précisément des indices beaucoup plus convenables, beaucoup plus modérés. Mais alors ça, c'est pas uniquement économique, hein. Ce que je vous dis, ce n'est pas uniquement économique. C'est vrai qu'à l'approche des échéances électorales, les socialistes ont envie de montrer qu'ils ne sont pas d'aussi mauvais gestionnaires qu'on le dit, notamment dans l'opposition. Alors, encore faudra-t-il que les résultats soient au rendez-vous à ce moment-là. Et ça, évidemment, par définition, on ne le sait pas aujourd'hui. Alors, le remboursement de la dette, c'est un peu la même chose ? Écoutez, si c'est anticipé, c'est peut-être effectivement un objectif politique qui n'est pas très éloigné de celui que vous venez de citer. Parce que, aujourd'hui, ce qui incite le gouvernement à rembourser par anticipation une partie de l'emprunt de 4 milliards de francs contractés en 1983, je vous le rappelle, auprès de la communauté européenne, c'est sans doute aussi que la bonne tenue du franc, qui est liée à la politique des taux d'intérêt, a permis d'accroître les réserves de change de la France. Notamment, je vous ferai remarquer que la France a acheté beaucoup de marques ces derniers temps. Alors, si on rembourse un peu plus d'1 milliard dès à présent, on peut peut-être aussi montrer que même si la dette du pays est un fardeau lourd à porter, ce n'est peut-être pas non plus à la catastrophe que l'on dit dans l'opposition. Sauf surprise pendant la nuit à Bruxelles, ce soir on est toujours dans l'impasse face au rejet par l'Allemagne fédérale de toutes les propositions des 9 sur le prix du blé. Si l'échec se confirme, mais après tout on peut toujours espérer, quelles seront les conséquences pour les agriculteurs français et la politique agricole commune? Pierre-Yves Calizot. Les réunions succèdent aux réunions et les refus du ministre allemand Ignaz Kischle succèdent aux refus. Son pays ne veut pas entendre parler de baisse du prix des céréales, sauf peut-être s'il y a compensation ailleurs. Et ce, aux grandes dames de ses partenaires européens qui ne comprennent plus cet entêtement. Car enfin, personne ne veut croire un instant qu'une baisse de 1,6%, dernier compromis de la Commission, puisse menacer la RFA de faillite.
Non, le problème est politique, et la France le sait bien, qui s'inquiète des conséquences d'un tel blocage et qui refuse d'envisager un éventuel retour aux aides nationales. Les propositions faites par Bruxelles permettent aux céréaliers français, qui voient leur prix gelé, d'assainir leur marché. Reconduire par exemple les prix de l'an dernier, plus élevés, les handicaperaient sur le marché mondial. Et ça n'est pas bien sûr le cas des Allemands. Pour les producteurs de lait, qui ont consenti de gros efforts en 84, les propositions actuelles leur permettent de compter sur une augmentation de 4%. 2% pour les producteurs de viande. Bloquer la négociation entraîne pour eux un manque à gagner d'autant. Voilà pourquoi l'attitude allemande risque de jeter les agriculteurs dans la rue et pire, de mettre en cause la seule vraie politique communautaire. Depuis quelques semaines, le Sri Lanka, l'ancienne Ceylan, est déchiré par une nouvelle vague de violence qui se traduit par des affrontements meurtriers entre les deux principales communautés de l'île, les Singalais et les Tamouls. Bilan pour la seule journée d'hier, dans une seule ville, 146 morts. L'enjeu, c'est la partition de l'île contre le maintien de son unité. Richard Trépeau. Hier, près de 150 Singalais étaient massacrés par des Tamouls. 2 jours plus tôt, c'était 70 Tamouls qui étaient abattus dans des heurts avec les forces de sécurité singalaises. L'engrenage de violence, de représailles et de vengeance a transformé le Sri Lanka en un théâtre de guerre civile qui dure depuis maintenant 3 ans. À l'origine de ce drame, un mouvement séparatiste de plus en plus dur au sein de la communauté tamoule. Celle-ci représente 12% de la population sri-lankaise. Elle est hindouiste et se heurte à une population singalaise bouddhiste largement majoritaire. Depuis l'indépendance de l'île, les Tamouls se considèrent comme des citoyens de seconde zone, écartés des postes de responsabilité. Pour le moment, les tentatives du gouvernement de Colombo pour dialoguer avec l'opposition tamoule ont échoué. Attaqué de l'intérieur, le gouvernement Sri Lanka désigne également du doigt l'Inde, qui à une 50aine de kilomètres de là, apporterait de l'aide aux séparatistes. Au mois d'août dernier, des milliers de Tamouls indiens tentaient en effet de traverser la baie de Polk pour venir en aide à leurs camarades de l'île. Comment quitter un pays dont on vous expulse, mais dont on ferme en même temps les frontières? C'est l'impasse dans laquelle se trouvent des centaines de milliers d'immigrés illégaux au Nigeria. Le gouvernement leur avait donné 25 jours pour partir. Le 10 mai, date limite de l'ultimatum, il a fermé les frontières. Memona Interman. Dernières images d'exodus à l'africaine. Des Ghanéens, des Béninois, des Nigériens, des Tchadiens, forcés à embarquer au port de Lagos pour aller plus loin, chez eux peut-être. Forcés en tout cas de quitter le Nigeria qui ne veut plus d'eux s'ils n'ont pas de papier. 700 000 au total ont reçu l'ultimatum du retour le 10 mai. Mais le 10 mai, après 25 jours de délai, la plupart des sans-papiers n'avaient pas pu quitter le Nigeria. Le 10 mai, c'était la date limite, et le Nigeria refermait ses frontières terrestres. Résultat, des convois de camions bondés à l'extrême ont voulu forcer les barrages aux frontières. Heures, bagarre avec la police nigériane, coup de feu, des morts, 25 dit-on. Mais il est impossible de le dire exactement. Lagos prétend en tout cas que sa police n'a pas agi avec violence. Mais des témoins affirment que la police nigériane a battu des passagers, volé leurs biens et violé des jeunes filles. 5 jours après la date limite, on voit toujours sur la route qui part de Lagos vers la frontière des dizaines de véhicules chargés d'hommes, de femmes et d'enfants pris au piège. Certains essaient de partir à pied par la brousse. La Croix-Rouge nigériane porte secours à ce qu'elle peut. Leur cause n'a pas encore soulevé beaucoup de passion, de solidarité africaine, voire internationale. Le Parti socialiste ne peut pas espérer avoir le soutien du Parti communiste après 1986 s'il persiste dans ses choix de gouvernement, et ce, quel que soit le résultat des élections législatives. Georges Marchais lui-même le dit sans embâche dans un éditorial à la une de l'Humanité ce matin. Il est totalement hors de question pour aujourd'hui ou pour demain, écrit-il, que notre parti approuve une politique qui, comme la politique actuelle du gouvernement, enfonce le pays dans la crise. Georges Marchais accuse en outre le Parti socialiste de tabler sur la défaite. Tout ça pour se refaire une virginité politique, dit-il, entre 86 et 88. Au Parti socialiste, on se montre plutôt serein devant cette fin de non-recevoir. En tant que Parti socialiste, c'est d'une part dresser le bilan de ce que nous avons fait. Deuxièmement, et ce sera un des aspects importants du congrès que nous tiendrons à Toulouse, déterminer un contrat-programme à proposer au peuple français. Et à partir de là, sans alliance avec la droite, sans perdre notre raison d'être, eh bien, gouverner, si les Françaises et les Français sont d'accord, la France, avec ceux qui voudront gouverner avec nous, sur les bases de ce que nous aurons proposé, de ce que nous aurons présenté.
Mais Mais apparemment, les communistes ne sont pas exclus de ça. mais justement, selon les chiffres que cite Georges Marchais, les socialistes seuls ne peuvent rien faire. Alors, vous comptez sur le Parti communiste ou vous comptez sur d'autres forces? Écoutez, on ne va pas s'embuer l'esprit avec les états d'âme de la direction du Parti communiste. Nous nous adresserons directement aux électeurs communistes, à tous ceux qui ont pu être à un moment donné influencés par le Parti communiste et qui n'ont pas nécessairement repris le chemin des urnes ces derniers temps pour leur dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous vous présentons. Si vous êtes d'accord avec nous, ça nous permettra de nous maintenir, nous étant la locomotive de l'action politique de ce pays dans le futur, au pouvoir. Et je crois que ce serait une bonne chose pour la France. Il y a tout de même une question qui se pose ce soir, Michel Naudy. Pourquoi Georges Marchais envoie-t-il promener le Parti Socialiste qui, samedi dernier, au cours d'un comité directeur, manifestait sa volonté de mettre la barre à gauche? Il y a peut-être une hypothèse, c'est que contrairement aux apparences, un comité directeur, comme vous dites, qui met la barre à gauche, n'est peut-être pas fait pour arranger les affaires de Georges Marchais. Et cela s'explique en effet parce que l'orientation actuelle du Parti communiste aurait trouvé une justification tout à fait éclatante si, à l'inverse, les socialistes avaient prôné ouvertement un renversement de l'alliance vers la droite. Or, faute de conviction ou faute d'amateurs à droite tout simplement, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire, avec au contraire la réédition d'une vieille stratégie dite d'Épinay, autrement dit s'ancrer à gauche pour la dominer. Les conséquences de ce choix pour la direction du Parti communiste ne sont guère favorables. D'abord parce que le Parti socialiste ne dégage pas la place à gauche et donc limite les possibilités de reconquête des communistes. Deuxièmement parce que le phénomène de vote utile risque de se reproduire en leur défaveur, et ce malgré le nouveau mode de scrutin et malgré le recentrage politique des socialistes. Et enfin, parce que le Parti socialiste peut être en mesure en 86, du moins certains de ses dirigeants l'ont-ils dit, de contraindre les communistes à une alternative désastreuse, soutenir les socialistes avec leur politique actuelle, ou bien laisser la droite gouverner. C'est précisément cette logique que Georges Marchais refuse tout à fait, d'autant que ce scénario, il le connaît déjà. Il l'a déjà vécu à quelques variantes près, et en 78 et en 81. Reste évidemment à faire le plus difficile, le plus gros, c'est-à-dire faire passer dans l'opinion l'idée que la droite et le Parti socialiste, c'est du pareil au même, et ça, ce n'est pas le caractère le plus facile de cette entreprise. Les chômeurs occupent les agences nationales pour l'emploi. Ces manifestations dans plusieurs villes de France aujourd'hui ont eu lieu à l'initiative d'un syndicat récemment apparu sur la scène sociale, le syndicat des chômeurs. Il revendique 20 000 adhérents. Cette action symbolique est le point de départ de 2 semaines d'action. Le syndicat des chômeurs demande d'abord des mesures immédiates de secours aux chômeurs les plus démunis, mais il demande surtout d'être associé à la recherche de solutions pour un meilleur partage de l'emploi. Gérard Pinson. Il y avait les chômeurs assis, ceux qui attendent un emploi en moyenne depuis plus de 10 mois. Mais voilà que grossit la troupe des chômeurs qui marchent, des chômeurs syndiqués en tant que tels, ceux qui créent à Paris, à Lille, à Vesoul, à Lisieux, à Castres, des maisons des chômeurs. Ce matin, comme des malades impatients de guérir qui viendraient houspiller leurs pharmaciens, ces chômeurs-là ont investi des agences pour l'emploi. Ils veulent remplacer les ANPE par des maisons d'accueil des chômeurs. Ils exigent une garantie de ressources des 2/3 du SMIC, mais surtout, ils réclament la solidarité de ceux qui travaillent. Notre fonction, c'est de déranger, bien entendu, et nous exprimons, nous, les intérêts des chômeurs. Mais encore une fois, je voudrais bien qu'on comprenne que c'est dans un souci de transformer et d'améliorer les choses, et non pas du tout de détruire ou de culpabiliser tel ou tel, ou de trouver un bouc émissaire. Groupons-nous dès demain, il faudra bien qu'on nous entende. Voilà l'essentiel du message de Maurice Paga, le fondateur du mouvement. Lorsque les syndicats et le CNPF sont réunis et se réunissent encore sur la flexibilité de l'emploi et que vous n'êtes pas présent dans la salle, que pensez-vous? Eh bien, ceux qui auraient intérêt à une plus grande mobilité, à des modifications dans les structures de l'emploi sont les chômeurs, et en effet on ne les invite pas à la table des négociations. Et c'est regrettable parce qu'ils auraient pesé peut-être dans un sens un peu différent. Entre les grandes centrales syndicales, on l'a compris, le syndicat des chômeurs espère bien obtenir pignon sur rue. Le 30 mai, entre République et Bastille, il sortira de son arrière-cour et les chômeurs qui marchent attendront ce jour-là les renforts. 7 ans de réclusion criminelle pour la mère et le père adoptif de David. Torturés pendant des années, l'avocat général avait demandé 10 ans.
L'événement du jour au Festival de Cannes, c'est Mishima, un film américain sur la vie de l'écrivain japonais Yukio Mishima, qui s'est spectaculairement fait harakiri il y a 15 ans, il avait 45 ans. Personnage extrême que les Japonais manient avec d'infinies précautions. On attendait beaucoup du film de Paul Schrader, Henri Chapier, mais j'ai lu ce matin, sous la plume de l'écrivain François Weyergans, qu'on en apprend plus sur l'Amérique que sur le Japon, et davantage sur l'esprit calviniste que sur l'esprit des samouraïs. Alors, vous, est-ce que vous avez trouvé Mishima dans ce film? Écoutez, oui, je l'ai retrouvé. Je crois que l'opinion que vous citez est tout à fait légitime. Il se trouve que j'en ai une autre. Je crois, moi, que Mishima a quand même lu beaucoup de gens. Il a lu les Grecs, il a lu les décadents anglais de la fin du 19e. Bref, c'est un Japonais pétri de culture européenne. Et que je sache, l'idée de la jeunesse qui s'en va et le culte de la beauté, eh bien, ces thèmes-là ne sont pas des thèmes spécifiquement japonais. Autrement dit, je crois que Paul Schrader a bien adapté ce film. Maintenant, vous dire que tout le monde le comprendra, vous dire que c'est un film absolument populaire, non. La réponse est certainement non. Mais c'est un film qui est efficace, c'est très beau et qui vaut la peine d'être vu. Jugez-en d'après les images que nous allons vous montrer. C'était de l'actualité, ça. Paul Schrader, pourquoi une partie de l'opinion japonaise est hostile à ce film? Why do some Japanese people resent the movie? Mishima Yukio did the one sin a Japanese can commit, which is he made his own personal problems bigger than the society he lived in. Mishima a fait de sa propre vie une chose plus grande que la société japonaise elle-même. And that is the one sin in Japan. And he is very controversial when he was alive, and he is still very controversial. Sa vie a été très controversée pendant de son vivant, il a été très controversé, et à sa mort, il l'a été encore plus. I would like to know, do you think that the average American audience would like it? Est-ce que vous pensez que le grand public américain pourra aimer ce film? I don't think it was made for the average American audience. Ce n'est pas un film qui a été fait pour le public américain. But people who like to go to movies to think as well as feel. Mais les gens qui aiment aller au cinéma et qui aiment à la fois penser et ressentir devraient l'aimer. Do you think that the book will be sold now for millions and millions of people? Est-ce que vous pensez que le livre sera vendu après le film à des millions d'exemplaires? The book. Oh, his books. Well, his books have always sort of been sold. And this will help a little. Ces livres ont toujours été bien vendus à travers le monde, mais j'espère qu'avec le film, oui, ça aidera à ce qu'il soit connu encore plus. Will the film eventually be shown in Japan? Est-ce que vraiment ce film finira par être montré au Japon? I think that is something you'll have to ask the Japanese. Ça, c'est une question qu'il faut poser aux Japonais eux-mêmes. Thank you, Paul Schrader. Thank you. À demain, Henri. Elle a l'air très dure, la vie des festivaliers. Il semble que le palais des festivals mérite son surnom de bunker. C'est sécurité d'abord. Jugé par le parcours du combattant d'Émilie Raffou, le suivi, c'est une première par une caméra. Comment ça va ici?
J'ai un passe là, monsieur. C'est mon passe. Alors, vous avez une invitation? Ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien d'insister, on ne rentre pas, ces messieurs-là sont intraitables. Le maître tout-puissant, le sésame du festival, le voilà. Sans lui, c'est à peine si vous aurez le droit de vous promener sur la croisette. Tout le reste, hôtel et palais bien sûr, est quadrillé, surveillé, vérifié et survérifié. Et même avec le sacro-saint laissez-passer, rentrer dans le palais du festival ressemble à un véritable gymkhana. À l'extérieur, premier filtrage, les vestes rouges, c'est le contrôle des accréditations. Pour entrer, second obstacle, les vestes blanches. En tout, une centaine de personnes pour les contrôles de presse, des cocktails, des projections, des dîners, bref, pour le moindre petit événement du festival. À l'intérieur du palais, ne rêvez pas, ce n'est pas gagné. Ils sont 60, costumes sombres, à prêter main forte à leurs camarades bicolores. Côté rue, ils protègent les vedettes, remplacent les néons, vérifient la climatisation. Côté cour, c'est filtrage et surveillance. Ne vous risquez pas à vous tromper de porte, de toute façon, ils vous ont à l'œil, vous ne leur échapperez pas. Pas la peine non plus de leur faire le coup de celui qui se laisse enfermer avant la nuit, ils l'ont déjà prévu avant vous. Il ne reste plus qu'une solution, se faire accréditer et garder le sourire. Il fait de la peinture avec n'importe quoi et le plus étonnant, c'est que c'est de la vraie peinture. Voilà comment Picasso parlait des premières œuvres de Jean Dubuffet dans les années 40. Jean Dubuffet, on ne l'a su qu'aujourd'hui, est mort dimanche. Il avait 83 ans. Inventeur de l'art brut, il n'a commencé à peindre qu'à 40 ans. Il aura été contesté jusqu'à la fin de sa vie. Michel Vial. Il était exposé dans le monde entier, où il était considéré comme l'un des phares de l'art moderne. Jean Dubuffet demeurait cependant méconnu en France, où son œuvre avait suscité de nombreuses controverses. Sa peinture, innommable comme il la qualifiait lui-même, à la nature naïve, aux couleurs vives et aux traits flous, est alors encouragée par Jean Paulhan, l'un des piliers de la toute puissante Nouvelle Revue française. Mais elle déconcerte déjà la critique, comme elle ne cessera plus de le faire. Une première exposition à New York en 1947 marque le départ de sa popularité aux États-Unis qui accueilleront nombreuses de ses œuvres, tant picturales que sculpturales ou même architecturales. Malgré cette renommée internationale et les multiples rétrospectives qu'il illustre dans tous les musées du monde, Dubuffet ne parviendra pas à édifier en France l'une de ses sculptures monumentales. Seule l'école des Beaux-Arts lui consacre actuellement un hommage. La mort de l'artiste lui apportera peut-être enfin dans son propre pays une reconnaissance tardive et posthume. Football. Les Anglais d'Everton se préparent à un grand chelem. Ils ont remporté ce soir la première des finales européennes, celle de la Coupe des Coupes, contre les Autrichiens du Rapide de Vienne qu'ils ont battu 3-1, Dominique Champeau. Everton en bleu, c'est la deuxième équipe de Liverpool. Autant dire que depuis 10 ans, c'est un club qui a connu le régime sec. Un club mis à la diète en quelque sorte par les fameux Reds. C'est dire si maintenant ils mettent du cœur à l'ouvrage et que chaque match, dès lors qu'il engendre une petite récompense, est mené comme un avantage. Pourtant, en première période, une seule véritable occasion, une combinaison rondement orchestrée qui permettra à Andy Gray d'inscrire un but malheureusement refusé pour hors-jeu. Des bonnes intentions donc, mais parfois un manque d'imagination qui permit longtemps au Rapide de Vienne de s'en tirer sans dégâts jusqu'au début de la deuxième mi-temps. Andy Gray à cet instant ouvrait le score et libérait les champs de 5000 hooligans presque trop sages. Les Autrichiens, malmenés depuis la première minute, n'avaient que leur esprit défensif à jeter dans la bataille, mais le cœur n'y était plus et Stevens donnait aux Anglais un avantage qui semblait irrémédiable. Pourtant, sur une des rares contre-offensives viennoises, Krankel, le vétéran du Rapide, marquait le but de l'honneur. 33 ans, Krankel, mais toujours bon pied, bonne œuvre. Les Anglais, dans la minute suivante, se chargeaient de ne pas laisser planer l'équivoque et Sheedy signait la victoire des nouveaux rois d'Angleterre. Championnat, Coupe d'Europe, il ne manque que la Cup samedi prochain contre Manchester pour un grand chelem à rendre jaloux. Pour Poupon, c'est raté. Il n'a pas réussi à battre le record de traversée de l'Atlantique sur son catamaran géant. Malgré de très bons débuts, il lui a manqué sur la fin l'ingrédient principal, à savoir le vent. Le record appartient donc toujours à Patrick Morvan qui l'a battu en avril 84. La bourse se porte toujours bien à la veille du pont d'Ascension. Quant au dollar, il ne sait plus trop lui-même où il en est, Henri Loret. La mini-reprise du dollar à Paris a été passagère, car à New York ce soir, les rumeurs de nouvelles faillites
d'instituts d'épargne. On fait réfléchir les opérateurs du marché et le dollar en pâtit car il baisse encore, donc ne pas se fier aux chiffres uniquement enregistrés à Paris. À Paris, l'ascension des valeurs françaises à la bourse continue d'être spectaculaire en revanche. En 8 séances consécutives de hausse, les titres ont gagné 5% et l'indice de la compagnie des agents de change bat évidemment tous ses records. À vos stylos, cartez demain à Longchamp dans le prix des belles filles, les pronostics de M. Courtine sur les 16 partantes. Il a choisi les numéros 4, c'est son joker, 6, 9, 15, 10, 7 et 2. Le tirage du loto maintenant. Pour gagner, il fallait cocher les numéros 1, 23, 33, 37, 38, 45, numéro complémentaire, le 5. Le temps demain pour terminer, est-il bien raisonnable de vous donner des prévisions? Le ciel n'en fait qu'à sa tête depuis quelques jours. Néanmoins, la météo nationale croit savoir que demain, la moitié ouest sera dans les nuages et même sous la pluie au sud de la Loire, tant qu'il gagnera la moitié est au cours de la journée. Deux exceptions, le nord-est où il fera beau dès le matin et le midi qui aura droit à des éclaircies dans l'après-midi. Les températures s'adoucissent vaguement au gré des intempéries. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h30. Après ce journal, FR3 vous invite au cinéma. Catherine Deneuve jouant les sorcières dans La femme aux bottes rouges sous la houlette de Juan Buñuel, le fils de son père. Avant cela, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. 3 banquiers inculpés pour un trou de 2,5 milliards épongé par le Crédit Lyonnais. 0,7% de hausse des prix pour avril, pas fameux, mais remboursement anticipé de la dette européenne, le gouvernement se garde des cartes. Des centaines de milliers de sans-papiers pris au piège au Nigeria. Ils sont expulsés, mais le gouvernement a fermé les frontières. Football, Everton, vainqueur de la Coupe des Coupes, 3-1 contre le Rapide de Vienne.